C'est un drame intrafamilial d'une violence inouïe. Celle de devoir Huit enfants mettre de- des mots sur l'indicible. Il y a des tragédies qui marquent une vie, une ville, une génération. Ce qui s'est passé ce dimanche matin à Shreveport, en Louisiane, n'est pas seulement un fait divers, c'est une rupture. 8 enfants, 8 vies. Leurs noms ne sont même pas encore tous publics, et pourtant, le monde entier en a déjà ressenti le poids. Lorsque les premières dépêches sont tombées ce dimanche, mon cerveau a refusé l'information. 8. Un chiffre trop grand pour être une erreur de frappe. Sur Dark Truth Files, nous avons l'habitude d'explorer les recoins sombres de l'humanité, de décortiquer des dossiers complexes. Mais aujourd'hui, nous changeons de registre. Nous n'allons pas seulement parler d'un crime, nous allons tenter de comprendre comment un tel effondrement est possible. Bienvenue dans l'analyse de ce qui pourrait bien être la pire tragédie que la ville de Shreveport ait jamais connue. Le scénario semble tout droit sorti d'un cauchemar éveillé. Il est un peu avant 6 heures du matin. Le quartier de Cedar Grove est encore endormi. La plupart des résidents se préparent pour une journée de dimanche ordinaire. Mais à l'intérieur de 3 foyers distincts, une horreur silencieuse est en train de se dérouler. Selon les informations, le suspect, Shamar Elkins, 31 ans, n'est pas un étranger. Il n'est pas un agresseur venu de l'extérieur. Il est le père. C'est l'homme qui a traversé ces pièces, qui connaissait chaque visage, qui a partagé les repas, les rires, et qui, ce matin-là, a décidé d'effacer tout ce qui constituait son existence. Le périmètre de crime est, selon les mots des forces de l'ordre, étendu. Ce ne sont pas des coups de feu isolés dans une pièce. La violence a voyagé, elle a migré de la rue Ouest 79e vers Harrison, puis Harris Street. Le chef de la police, Wayne Smith, un homme qui a vu beaucoup de choses au cours de sa carrière, était incapable de trouver les mots devant les caméras. Pour la plupart des officiers intervenus, la scène était tout simplement au-delà de ce que l'esprit humain est conçu pour traiter. Comment un homme peut-il transformer 3 foyers en scène de crime, systématiquement, méthodiquement? Cette séquence de mouvements prouve une chose, ce n'était pas un accès de rage impulsive, c'était une exécution planifiée. Chaque seuil franchi était une décision, chaque pas vers la maison suivante était un choix. Au milieu de ce chaos, il y a un détail que la police a révélé, un détail qui, à lui seul, raconte tout le climat de terreur qui régnait dans ces maisons avant même que le premier coup de feu ne soit tiré. Un jeune garçon, connecté à la famille, a fait un choix. Il a grimpé jusqu'à une fenêtre et a sauté du toit. Réfléchissez-y un instant. Ce garçon n'a pas trébuché, il n'a pas accidentellement glissé. Il a choisi de se jeter dans le vide, préférant le risque d'une chute mortelle à la réalité qui se déroulait à l'intérieur. Cette image, c'est l'entrée en matière de ce dossier. Elle nous dit tout sur la température émotionnelle, sur la peur qui devait saturer l'air de ces résidences. Parmi les victimes, une adolescente de 14 ans. À cet âge, on commence à comprendre les enjeux du monde adulte. On ressent le poids d'être l'aîné, le protecteur des plus jeunes. On ne sait pas si elle a eu le temps de réagir, de se défendre, ou même de comprendre. On sait seulement qu'elle était, comme les 7 autres, une enfant. 2 femmes ont survécu à l'attaque, toutes 2 blessées par balle à la tête. L'une d'elles est restée dans un état critique. Elles ne sont pas seulement des victimes, elles sont les témoins d'une vie parallèle, celle de Shamar Elkins. Et c'est là que l'analyse devient encore plus déconcertante. Avant de poursuivre cette analyse, je veux marquer une pause. Nous traitons ici d'un sujet profondément tragique et complexe. Nous nous engageons à ne pas sensationnaliser la violence, mais à l'analyser pour comprendre les schémas qui mènent à de telles catastrophes. C'est notre mission, ne pas oublier, ne pas détourner le regard, et surtout, ne pas laisser ces histoires sombrer dans l'oubli collectif. Si vous appréciez cette rigueur et cette approche respectueuse de l'enquête, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. En faisant cela, vous soutenez un espace où l'on prend le temps de réfléchir aux vérités difficiles. Continuons ensemble. La question qui brûle les lèvres de tous ceux qui ont suivi cette affaire est la suivante. Comment a-t-il pu faire cela? Et surtout, comment personne n'a rien vu? Il y a un contraste frappant entre la réalité du dimanche matin et la vitrine numérique de Shamar Elkins.
2 jours avant le drame, il postait des photos pour Pâques. On y voyait ses enfants, souriants, présents, l'image même du père dévoué. Le samedi, la veille, il publiait une photo avec son enfant aîné, juste eux deux. C'était une performance, une mise en scène. Elkins ne se contentait pas d'être présent, il curatait son image de père parfait. Il donnait à voir ce que la société attend d'un homme, et ça, c'est un schéma documenté dans les études sur le familicide. Les hommes qui commettent ce type d'actes ne sont pas toujours les monstres isolés que l'on imagine. Souvent, ce sont des personnalités dominantes qui perçoivent leur famille non comme des individus aimés, mais comme une extension d'eux-mêmes, une extension qui doit être gérée. Et lorsque cette extension échappe à leur contrôle, par une séparation annoncée, par une perte d'influence, la seule option qu'ils envisagent est la destruction totale. Il était un ancien vétéran de l'armée américaine. Le milieu militaire forme à la compartimentation, la capacité de fonctionner sous pression, de mener à bien une mission sans laisser les émotions interférer. Cette compétence, si précieuse sur le terrain, peut devenir une arme terrifiante dans la vie civile quand elle est appliquée à un foyer. Il ne s'est pas effondré publiquement. Il a performé jusqu'à la toute dernière seconde. Cedar Grove est un quartier où l'on se connaît, pas forcément par des présentations formelles, mais par le son d'une voiture, par une silhouette, par l'agitation d'une maison. Pourtant, aucune plainte pour violence domestique n'avait été rendue publique, aucun ordre restrictif, aucun signalement connu auprès des services de protection de l'enfance. Si le système avait un dossier, il est resté fermé, et s'il n'en avait pas, cela constitue un échec en soi. La Louisiane affiche l'un des taux de mortalité liés à la violence domestique les plus élevés du pays. Shreveport, avec ses infrastructures sociales chroniquement sous-financées, est le théâtre de cette réalité. Quand on vit dans un environnement où les ressources d'intervention sont rares, les signes avant-coureurs ont moins de chances d'être détectés par des professionnels formés. Le drame se joue alors dans le silence. Les voisins entendent des bruits inhabituels, ils hésitent, ils se disent que ce ne sont que des histoires privées, et ils se détournent. C'est humain, mais c'est un coût social colossal. Le petit garçon qui a sauté du toit porte aujourd'hui le poids de ce silence. Les 2 femmes qui luttent dans des lits d'hôpitaux portent le poids de ce secret. Et les 8 enfants, eux, ne porteront plus rien du tout. Ce cas sera traité par la justice, classé par des dossiers administratifs et, à terme, enterré par le cycle effréné de l'information. Mais pour ceux qui restent, rien n'est jamais vraiment clos. Ce n'est pas seulement un fait divers, c'est le rappel brutal que la sécurité domestique est une illusion fragile. Ce qui est attendu de la justice, ce n'est pas seulement une condamnation posthume du tireur, c'est une transparence totale. Les noms de ces 8 enfants doivent être prononcés. Les réduire à un chiffre, c'est une seconde mort, c'est un effacement. Pourquoi les signes de contrôle coercitif n'ont-ils pas été vus ou traités ? Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Si cette affaire vous a marqué, partagez cette vidéo. Pas pour le buzz, mais pour que la lumière continue de briller sur ces histoires que certains préféreraient laisser dans l'ombre. La prochaine fois, nous explorerons un dossier où la dissimulation était encore plus profonde que le crime lui-même. Vous ne voudrez pas manquer cela. Prenez soin de vous et surtout, restez vigilants.